Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Change Now. Je suis Stécie Algrin, journaliste, et je vais avoir l'honneur et le privilège d'animer cette session sur le nom, qui est quand même assez dense. Allez bien malgré tout, notre santé mentale dans un monde sous tension. Un monde sous tension, c'est le moins de le dire, puisque des guerres éclatent à peu près partout dans le monde. Nous voyons l'étau se resserrer autour de notre très chère liberté. Nous voyons de plus en plus ces valeurs auxquelles nous sommes attachés, ici en France, en Europe et partout dans le monde, devenir de plus en plus attaqués. J'ai grandi dans une famille où aller bien malgré tout, ce n'était pas franchement un des sujets qui nous préoccupait. On avait une phrase qu'on se répétait tout le temps, c'était « on va s'en sortir ». On va s'en sortir parce que finalement, ne pas s'en sortir, ce n'était pas une solution. Ce n'était pas une option dans un monde où, quand on est dans une famille d'ouvriers, ne pas s'en sortir, c'est ne pas pouvoir avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est ne pas pouvoir avoir de la nourriture sur sa table et donc finalement de faillir à sa mission de parent, à sa mission d'enfant. Et donc on a grandi avec cette phrase qu'on se répétait en boucle, on va s'en sortir. Aujourd'hui, pour autant, cette phrase, il est de plus en plus difficile de se la répéter. On va s'en sortir, vraiment? C'est la question que je me pose au quotidien et que vous vous posez sans doute, vous aussi, dans vos chaises et à l'arrière, en coulisses. On ne sait plus vraiment si on va s'en sortir parce que toutes les cartes ne sont plus vraiment entre nos mains. Avant, s'en sortir, c'était de savoir si on allait s'en sortir à la fin du mois, économiquement parlant. Aujourd'hui, s'en sortir, c'est est-ce que le climat ne va pas commencer à déraper totalement et venir écraser notre maison? S'en sortir, c'est savoir est-ce qu'on ne va pas vivre dans un pays qui peut-être demain n'existera plus, comme on a pu en parler dans la session précédente. Et donc c'est toutes ces questions-là qui préoccupent notre génération et toutes les générations qui se croisent et s'interrelient aujourd'hui dans notre société. On va évidemment parler de cette santé mentale qui nous préoccupe de plus en plus, mais on va en parler sous un axe qui est politique, puisque la santé mentale, ce n'est pas uniquement être dans son salon à faire un chiatant en bas, c'est aussi prendre soin de ses voisins, c'est aussi prendre soin les uns des autres dans cette salle, et se poser la question de en quoi nous sommes responsables, en quoi nous pouvons faire changer les choses d'un point de vue systémique et individuel. Et donc pour aborder toutes ces questions qui sont intenses, qui sont parfois compliquées et auxquelles on n'a pas toujours la réponse, on va avoir plusieurs personnes qui vont se présenter devant vous, qui n'auront pas forcément toutes les réponses, évidemment, puisqu'elles sont des êtres humains comme vous, qui vivent pour la première fois également comme vous. Donc c'est des questions qui nous obsèdent de plus en plus, qui occupent de plus en plus d'espace dans l'opinion publique, dans les débats publics. Et pour en parler, je vais vous inviter à accueillir chaleureusement notre premier invité qui s'appelle Ludovic Dujardin, qui est le cofondateur de Petit Bambou, cette fameuse application qui a révolutionné notre rapport à la méditation dans un premier temps. Et ensuite, on ira en profondeur vraiment sur notre approche collective et politique de cette thématique de la santé mentale. Je vous invite à faire un tonnerre d'applaudissements pour Ludovic, je vous remercie. Voilà, je vois quelques têtes que je connais ici. J'ai malheureusement pas entendu l'introduction qui a été faite de moi, donc je vais prendre juste une petite minute, d'abord pour me déstresser, parce que le thème de cette intervention, c'est comment aller bien malgré tout dans un environnement qui est anxiogène. Sachez que je suis en plein dans un environnement anxiogène là devant vous. Je vais essayer d'aller bien et je vais essayer quand même de dérouler ce que je veux vous dire. Et peut-être que vous pourrez repartir avec quelques éléments en espérant que ça vous aidera à aller bien. Donc je m'appelle Ludo, je suis le cofondateur d'une application qui s'appelle Petit Bambou, que peut-être vous connaissez. Je vais essayer de ne pas parler de Petit Bambou, je vais essayer de parler plutôt de la mission que Petit Bambou sert et à quel point elle s'adapte à cette idée d'aller bien dans un milieu qui est complètement anxiogène. J'ai pour habitude de ne pas préparer mes speeches, parce que quand je les prépare, les gens me disent « ça fait réciter, c'est nul ». Donc là, je suis complètement flippé parce que je n'ai pas vraiment préparé. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce que je me suis évidemment préparé quand même pour ne pas arriver tout nu sur scène. Mais dans mon speech, j'ai prévu de parler des Guignols de l'info, peut-être de Albator, peut-être de Pierre Rabhi. Il y a quelque chose qui est un petit peu déstructuré et que je vais essayer de remettre sur un fil pour que vous compreniez bien mon propos. Le monde est anxiogène, je pense que je n'ai pas besoin d'en débattre, la conférence d'avant en parlait, ça c'est un fait. Et je pense que par rapport à ce monde anxiogène, il y a plusieurs attitudes à avoir, il y a plusieurs pièges à éviter. C'est ce que j'appelle la phase de regard droit.
La phase de regard droit, que j'appelle aussi par une couleur, c'est la phase au noir, ce que j'appelle, c'est être debout, debout devant cette information, debout devant ce qui se passe, avec deux pièges à éviter. Le premier piège, c'est le déni, c'est de se dire je m'extrais de tout ça pour n'être au courant de rien, pour être sûr que je puisse aller bien. Et le deuxième piège à éviter, c'est ce que j'appelle le piège de la putréfaction. C'est se putréfier dans ce noir, c'est être boulimique d'informations, se connecter à l'information tout le temps, vouloir être au courant de tout, pour essayer de tout comprendre, et finalement annihiler notre capacité ou notre envie de mouvement là-dedans, tellement cette anxiété que ça nous génère nous inhibe. La phase donc, du noir, elle est indispensable. Elle est indispensable selon moi de regarder ce qui se passe, parce que le déni nous ferait revenir ces informations tôt ou tard devant nous, et si on a fait le déni, on les prendra, pardonnez-moi l'expression, mais peut-être en pleine face, et puis que ça nous inhiberait notre capacité d'action. J'ai oublié un truc, c'était de me présenter, Ludo. Je vous ai dit que je suis cofondateur de Petit Bambou, et j'avais envie de commencer juste avant cette phase au noir, de vous dire que j'aime bien me présenter comme un amoureux. Et vous allez voir que je vais revenir sur ce concept d'amour à la fin de mon discours. Je suis un amoureux. Je suis un amoureux de quoi? Je suis un amoureux de la vie. Je suis un amoureux de la nature. Je suis un amoureux des espaces. Je suis un amoureux de mon entourage. Je suis un amoureux de la mission que que j'ai décidé de servir par mon activité professionnelle. Et cette notion d'amour, pour moi, elle est tout à fait centrale sur le fait d'aller bien dans ce monde anxiogène. Donc la phase au noir, on regarde droit dans les yeux, on regarde droit ce qui se passe. On essaye de comprendre sans se putréfier. On écoute les penseurs qui nous expliquent pourquoi, effectivement, cette raréfaction du pétrole, peut-être étiez-vous là quand Jean-Marc Jancovici en a parlé hier, pourquoi ça se passe, quelle est la logique qu'il y a derrière tout ça, simplement pour comprendre et regarder. Le piège, une fois qu'on a regardé, c'est de vouloir passer à l'action. Ça paraît étonnant parce qu'en fait, c'est dans l'action qu'on va trouver, je pense, notre bonheur ou notre bien-être dans ce contexte anxiogène. Et pour autant, il y a une phase qui est hyper importante entre le regard au noir et ce que j'appelle l'action, que j'ai bien symbolisé par la couleur rouge. C'est-à-dire que c'est l'entrain qu'on peut avoir à bouger, à être en mouvement pour agir dans ce monde qui est quand même assez compliqué. Il y a cette phase du milieu que j'appelle la phase blanche, qui est la phase de notre construction personnelle. Avec un petit disclaimer, je commence à en avoir, moi qui baigne dans ce monde du développement personnel, de par mon activité et puis de par mes passions également. Le développement personnel ne s'oppose pas du tout au développement sociétal et au développement collectif. Le développement personnel qui aurait tendance à nous recroqueviller sur nous en pensant qu'on est en train de se développer en utilisant Petit Bambou par exemple, ou en que sais-je, enfin, tout ce qui fait qu'on se développe personnellement, n'a de sens que s'il nous met en lien et s'il nous met au service d'un développement sociétal et collectif. Cette phase au blanc, c'est ce qu'on essaie de servir avec la mission du projet que je conduis. Je n'essaie pas trop parler de Petit Bambou, encore une fois, mais la mission, je l'ai formulée comme étant la reconquête de nos espaces. Et c'est là où je vais citer Albator, c'est que la conquête de l'espace, je pense que ça fait rêver des générations. La génération de mes parents, probablement, quand ils ont vu les premiers pas sur la Lune. J'ai regardé Goldorak, j'ai regardé Albator, j'ai regardé Star Wars, on a regardé plein de choses qui nous ont fait complètement rêver sur cette conquête de l'espace. Aujourd'hui, le monde n'en est plus là, bien que certains y croient encore, mais ce n'est pas du tout dans cette veine-là que je m'inscris. C'est la conquête de nos espaces dont je voudrais parler. Et j'aimerais qu'elle fasse autant rêver que la conquête spatiale qui a fait rêver les générations d'avant. Qu'est-ce que j'appelle nos espaces? Donc j'appelle reconquête de nos espaces. J'aime bien, pour moi c'est synonyme de réhabiter nos espaces, reprendre possession. J'assume ce mot reconquête parce que je pense qu'il y a une prédation de nos espaces qui a été faite par nombre d'entreprises, notamment ce qu'on devrait tous appeler ici des réseaux asociaux, plutôt que des réseaux sociaux. Je trouve que le tour de passe-passe qui a fait croire que ces solutions sont sociales me paraît complètement incroyable. Mais donc il y a une prédation de ces espaces et il convient, nous, aujourd'hui, de nous engager dans une reconquête de ces espaces qui ont été l'objet de la prédation de ces entreprises. Qu'est-ce que j'entends par espace? Il y en a 4, à mon sens. Enfin, il y en a plus, mais en tout cas, il y en a 4 que j'aimerais vous inviter dans cette quête de reprendre possession. Il y a le premier espace, c'est notre espace attentionnel. Notre espace attentionnel est ultra convoité, monétisé. On le sait, aujourd'hui, on a des téléphones dans nos poches, on est des cibles pour les médias, presque tout notre temps éveillé.
C'est-à-dire qu'avant, moi, quand j'étais petit, je regardais la télévision. Quand mes parents me laissaient la télécommande, probablement, allez, 1 heure par jour maximum. Aujourd'hui, nos enfants, nous, tout le monde, on est exposable à la prédation de notre attention 16 heures par jour. Et donc il convient juste simplement de prendre conscience de ça, encore une fois, regarder ça droit dans les yeux. Est-ce que le monde va changer? Je le souhaite, on a essayé à Change Now, j'espère que le monde va changer, mais il faut quand même regarder le fait que les forces en présence ont tendance à me faire penser que ça ne va pas changer. C'est nous qui pouvons changer dans cette relation à notre espace attentionnel, mais pas attendre que le monde le fasse pour nous. Donc premier espace, notre espace attentionnel, il y a plein de solutions pour ça. Là, ça va être très dur pour moi de ne pas parler de petits bambous, mais il y en a plein des solutions pour ça. Il y a la relation à la beauté, il y a la relation à l'art, il y a la relation au sport, il y a la relation évidemment à la méditation, la relation à toutes ces choses-là qui nous permettent de cultiver une meilleure présence attentionnelle. Il faut que je retourne un peu pour voir où j'en suis, parce que je n'ai pas le droit de déborder en termes de temps sur notre speech. Donc l'espace attentionnel. Deuxième espace attentionnel sur lequel on doit chacun faire des mouvements pour reprendre la possession, c'est notre temps. Combien de fois j'entends des gens qui disent que j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps. Et en fait, on se rend compte quand on creuse un peu qu'ils passent 2 heures et demie à caresser un petit morceau de verre qui, by the way, lui ne nous caresse pas du tout. Sensoriellement, on caresse un morceau de verre quand on scrolle, hein, c'est ni plus ni moins. Et finalement, reprendre cette notion du temps et de qu'est-ce qu'on fait de ce temps, où est-ce qu'on invite du rien faire dans ce temps, où est-ce qu'on invite du sommeil dans ce temps. Netflix déclarait que son principal concurrent était le sommeil, ce qui est quand même l'illustration parfaite de la prédation de cet espace qu'on pourrait appeler par le temps. Le troisième espace sur lequel je pense qu'il est nécessaire de travailler avant de s'engager dans l'action, donc dans cette phase au blanc, c'est ce que j'appelle nos lieux. Bon, c'est un concept un petit peu mystico-gazeux, j'ai une mouche qui vient de me passer devant les yeux. Les lieux, le premier lieu qu'on habite, c'est notre corps. Et pacifier, retrouver la relation à notre corps, on peut parler de santé physique, mais on peut parler aussi de santé psychologique sur comment on fait pour être bien, nous, là où on habite, notre corps, et ne pas répondre aux injonctions qui viennent à nous, qui nous disent que notre corps devrait être ci ou devrait être ça. Mais ce n'est pas le seul lieu. Les lieux qu'on habite, donc ça commence par notre corps, mais c'est aussi notre chambre à coucher, c'est aussi notre cuisine, c'est aussi notre bureau, c'est aussi notre maison, notre appartement, notre jardin, notre quartier, notre ville, tous les espaces qu'on habite. Et évidemment, si j'étais dans la Silicon Valley dans les années 2000, j'aurais dit notre planète, mais ça fait un peu tarte à la crème peut-être de dire qu'il faut prendre soin de notre planète, surtout ici, on le sait tous. Donc le troisième espace, donc les lieux, à commencer par le corps, et tous les lieux que nous occupons énergétiquement ou physiquement. Et le quatrième espace, c'est l'espace qui aujourd'hui m'intéresse probablement le plus dans ma démarche, c'est les liens. Les liens nous sommes des animaux sociaux, probablement qu'une grande partie de notre bonheur passe par avec qui nous sommes en lien, et l'hyperconnexion et notamment la putréfaction dans le noir de ce qui se passe dans le monde peut nous couper de tous ces liens. Recultivons ce que c'est qu'une rencontre. Quand je parle de rencontre, je passe simplement de c'est quoi les regards qu'on croise. La rencontre, telle que le dit Charles Pépin, avec qui j'ai un peu travaillé sur le sujet, c'est des gens qui font qu'on agit différemment au quotidien pour nous. Ça peut être sur des petites choses. Moi, je suis un passionné de jardinage. Si je rencontre un jardinier qui me dit « mais moi j'aime bien jardiner pieds nus », peut-être que la prochaine fois que je vais jardiner pieds nus. Cette personne-là, je pourrais dire que je l'ai rencontrée et peut-être que dans 10 ans, je ne me souviendrai pas de son nom, mais je me souviendrai de cette rencontre. Donc recultivons la rencontre, et la rencontre, elle se passe de manière évidemment au bureau, avec des collègues, elle se passe dans nos cercles amicaux, elle se passe au cercle familial. J'ai des ados, comment on re-rencontre nos ados ou comment on se rend disponible à ce que notre ado nous rencontre dans notre vérité. Donc 4 espaces dans lesquels on a besoin de reprendre la main. Et ces espaces, donc une fois qu'on a réhabité tous ces espaces, je pense qu'on a fait ce que j'appelle la phase au blanc. On sait qui on est, on sait d'où on part et on est solide. Et à partir de là, on peut passer à l'action. L'action, c'est ça qui va nous rendre heureux. C'est le mouvement qui va nous rendre heureux. Regarder ce qui se passe dans le monde en restant les bras croisés me semble être une impasse, une voie de garage pour construire notre propre bien-être et ce qu'on appelle la santé mentale, mais en tout cas avoir une bonne santé mentale telle qu'on aimerait tous l'avoir, quoi. La phase rouge, c'est la phase d'action.
La phase rouge, cette action, j'aime bien la symboliser par une histoire que peut-être vous connaissez tous. Je citais Pierre Rabhi, je ne sais plus si j'ai dit que je le citerai dans mon introduction. Mais c'est cette fable du colibri que vous connaissez. Je vais vous donner peut-être une version, enfin je vais la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je vais vous donner une version de ma compréhension de ce en quoi elle nous apprend que l'action va nous rendre heureux. Donc l'histoire du colibri, j'espère que vous ne la connaissez pas tous, sinon ça va faire une redite, mais c'est l'histoire des animaux qui sont dans la savane africaine. Et en fait, il y a un feu de forêt dans la savane africaine. Et donc tous les animaux perdent leurs habitats et se réfugient derrière une rivière pour ne pas, tout simplement pour ne pas se faire brûler, et restent là, ce qu'il faudrait appeler putréfiés. J'aime pas, le mot est un peu fort, hein, mais dans leur phase au noir, putréfiés sans action. Et il y a un colibri qui décide, lui, d'agir et qui va chercher cette petite goutte d'eau dans la rivière et qui va la déposer dans le feu et qui fait des allers-retours comme ça. L'histoire dit qu'un tatou lui dit mais ça sert à rien ce que tu fais. Et le colibri lui répond je sais, mais je fais ma part. Et le je sais pour moi était fondamental. J'ai presque des frissons en parlant parce que je me suis dit pourquoi il dit je sais. S'il sait que ça sert à rien, que ça ne va pas éteindre le feu, pourquoi il continue? Et la réponse, elle s'est imposée près de moi, c'est que je pense qu'il a fait sa phase au blanc et qu'en fait, il prend un plaisir fou à en mettre ses gouttes d'eau dans l'incendie. Il n'a pas forcément envie d'inspirer. Il n'a pas forcément envie de... Enfin, il sait qu'il ne va pas éteindre le feu. Il est non jugeant. Il ne va pas dire au tatou, mais tu devrais faire ta part aussi. Parce que finalement, peut-être qu'il respecte que l'autre fait sa part en gardant, par exemple, ses enfants, parce qu'il y a un crocodile qui veut les manger, et que la part du tatou là est peut-être simplement de rester là, et que, by the way, c'est peut-être son adolescent qui est parti chercher les pompiers et qui va faire arrêter le feu. Donc, à partir du moment où on a fait cette phase au blanc, cette phase de construction personnelle et collective, encore une fois en cultivant nos liens, on est en mesure, je check il me reste 36 secondes, on est en mesure de passer à cette action qui va nous rendre, qui va nous faire en sorte que notre santé mentale sera soignée dans ce monde en difficulté. J'ai envie de citer maintenant Jacques Brel. Je suis un amoureux de musique aussi. En dessous de mon pull, il y a un t-shirt de métal. Je parlais de conquête de l'espace. Hier, j'étais voir un groupe dans un concert qui s'appelle God is an Astronaut. Je me suis dit, tiens, il faut que je les cite. Parce que l'astronaute, pour le coup, fait référence à cette conquête spatiale. Citer Jacques Brel, deux chansons. Je vous invite toujours tous et toutes à écouter cette chanson de Il nous faut regarder. Je ne vais pas vous la chanter, je chante très mal, mais le refrain de cette chanson, c'est « Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau ». Puis je vous laisse découvrir les paroles derrière. Et ce qu'il y a de beau est à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Et les couplets, c'est par-delà la misère, les cris, les pleurs, par-delà tout ça, par-delà cette phase qu'on pourrait appeler au noir. La construction, c'est il faut regarder aussi ce qui est de beau, mais on ne regarde ce qui est de beau que quand on est construit. Encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs pièges. Donc le piège du déni du noir, de la putréfaction dans le noir et du désir de passer à l'action trop vite. Otto Schramer a décrit ça dans sa U-théorie. On ne peut agir qu'à partir de quand on est conscient du point à partir duquel on agit. Et c'est cette phase au blanc que je voudrais partager que je voulais vous exposer aujourd'hui. Mon temps est terminé. J'ai l'impression d'avoir parlé 2 minutes. Je voudrais vous inviter, peut-être avec une petite facétie, ça fait partie des valeurs de mon entreprise, en tout cas telle que je voudrais la créer, telle que je veux l'animer, c'est oser l'imprudence. Oser l'imprudence, et je mets le mot derrière punk. Soyons un peu punk. Si on est dans les règles, si on est dans la façon de faire que le monde nous invite à faire, qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit activiste, qu'on soit ce qu'on veut, si on reste dans les règles, il y a un moment, ça ne bouge pas. Donc, regardons le noir, sans se putréfier, sans déni, ne passons pas à l'action tout de suite, construisons nos espaces, reprenons possession de nos espaces, tout en ayant conscience qu'il y a une prédation de ces espaces, pour passer à l'action de manière alignée, avec un peu d'imprudence, avec ce petit côté punk facétieux qui nous permettra de faire changer le monde. Je vous remercie. Merci Ludovic pour cette intervention. On va désormais passer à une petite pause, une petite partie qui n'était pas forcément prévue, mais qui est très liée à ce que Ludovic nous a présenté. Je crois qu'on entend une deuxième micro. Ouais, c'est bon. On vous a parlé aujourd'hui de comment est-ce que, grâce à votre téléphone, vous pouvez potentiellement aller mieux. On va désormais passer à comment vos téléphones vous font aller très mal. Nos téléphones sont en permanence dans nos mains, la preuve avec moi sur scène.
Ils nous aident à nous endormir, ils sont avec nous au réveil, c'est presque devenu nos meilleurs amis. Et pourtant, on a tendance à oublier que ces téléphones font développer chez nous une forme d'addiction, une addiction qui est évidemment très visible chez les plus jeunes, mais que je retrouve également chez mes parents. Donc il n'y a pas forcément tant de différence entre les générations. Donc je vais accueillir sur scène deux personnes, Maxime de Rostolan et Arnaud Clément, pour vous parler d'une nouvelle initiative qu'ils ont lancée, No Phone Zone, pour vous parler de comment est-ce qu'on va pouvoir enfin décrocher notre tête de ces petits écrans. Je vous invite à les accueillir, merci. Bonjour, Bonjour à tous. je suis Max. Et t'es Arnaud, mais il n'y a pas la photo parce que... Donc on est là pour vous parler évidemment de bien-être et de santé mentale. Donc il y a un petit sujet, on a tous un smartphone dans notre poche et on va vous demander exceptionnellement de le sortir de votre poche pour regarder le temps d'écran que vous faisiez en moyenne quotidienne. Donc si on a un téléphone Apple, Max, on fait comment? Alors, donc Apple, vous allez sur réglages et temps d'écran. Et sur Android, vous faites paramètres et bien-être numérique. Et donc, on va vous demander de regarder combien vous avez en moyenne sur la dernière semaine. Alors Maxime, toi t'es à combien? Alors moi, aujourd'hui, je suis parti tôt, je suis parti à 5h30 du mat, donc j'ai passé 3h30. Mais en moyenne, je suis à 3h20 par jour. Et tu le sors combien de fois de ta poche par jour? Je le sors pas mal de fois. Je suis au-delà de la moyenne. Il vaut mieux pas le dire, hein, c'est ça. Et donc, on va vous demander qui est à moins d'une heure. Levez la main. Waouh. Qui est entre 1 heure et 2 heures? Ok. Qui est entre 2 et 3? Ok, vous êtes en dessous de la moyenne. Et qui est au-dessus de 3? Yes, c'est ça la moyenne. Hein. Donc c'est un petit sujet. Donc nous, on pense qu'il y a un vrai problème sociétal et que ça soulève des questions de santé, d'addiction, des questions de problèmes de sociabilisation, des problèmes de santé. Arnaud, cette image, elle... On en parlait avec Michel Simès il y a 5 minutes. En fait, il y a quelque chose qu'on appelle le text neck, pour le coup, texte pour texter. Et en fait, on voit bien que ça a un impact sur notre posture. Et donc ça a un impact sur nos cervicales, ça a un impact aussi sur la colonne vertébrale. Donc un premier conseil sur votre téléphone, arrêtez de le regarder comme ça et essayez, vous aurez l'air peut-être un peu plus stupide, mais essayez de le regarder plus comme ça que comme ça, vous aurez moins mal au cou et moins mal... Ça fait aussi des problèmes de sommeil, hein. La mélatonine met plus de temps à être produite, des problèmes de stress avec le cortisol. Et globalement, on pense que notre société est quand même un petit peu en train de vriller. Ça, c'est la photo du Nouvel An l'année dernière sur les Champs-Élysées. Tu te souviens, Arnaud, tu y étais? Ah oui, bien sûr. Alors, je m'en souviens pas parce que j'étais derrière mon téléphone et du coup, je me suis pas créé de souvenirs. Parce que quand on est derrière son téléphone, on se crée moins de souvenirs. Moins de vrais souvenirs. Je sais même plus si tu étais avec moi d'ailleurs. Moi j'étais là, mais je regardais la scène à travers l'écran de du gars de devant, un écran de 7 pouces. Et globalement, je me souviens de rien non plus. Et c'était pour un moment censé être bien. C'était un peu nul. Et moi, ça me rappelle un truc parce qu'en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'Arnaud et moi, on se connaît depuis la 5e. La dernière fois qu'on est intervenu ensemble, c'était un exposé sur la révolution industrielle en 4e. Et depuis, on n'a jamais reparlé ensemble. Donc merci Arnaud d'être là toujours. Et globalement, on a fait quand même pas mal de concerts ensemble. Et moi, je me souviens très bien de ces concerts. On a fait les Stones, AC/DC ou je sais pas combien d'autres. Et on sortait, on était en nage parce qu'on avait dansé, parce qu'on avait crié, parce que voilà. Et en fait, c'est là que, il y a quelques mois, on était dans un concert ensemble. Et on a eu cette idée de se dire, en fait, pour se déconnecter, c'est une telle drogue et c'est tellement difficile de le faire seul qu'on propose qu'on le fasse collectivement, tous ensemble. Et pour ça, on pense que c'est les lieux qui ont un rôle à jouer, un peu comme le tabac. Les lieux ont interdit le tabac. Et on parle de tabagisme passif. C'est pareil sur le téléphone. Parce que certaines personnes sont surconnectées, ça nous incite aussi à y aller. Donc l'idée, c'est une application qui est au service des lieux qui veulent finalement recréer du lien et du vrai lien entre les gens. Et l'idée, c'est qu'un gestionnaire de lieu ou un organisateur d'événements, il puisse décider les règles qu'il y aura dans son événement. Et les gens qui ne veulent pas suivre les règles, ils ne rentrent pas. Ou alors ils mettent leur téléphone dans une pochette. Et en fait, avec Valentin qui est ici, depuis quelques mois, on développe cette appli.
Et nos deux premiers marchés, alors on pense au restaurant, on pense au musée, on pense à chez soi, pourquoi pas, mais on pense aussi, les deux premiers marchés, c'est les établissements scolaires et les salles de concert. Et donc, au collège, par exemple, on peut décider de laisser accessibles les appels, parce que maman, elle peut appeler s'il y a un problème. On laisse Pronote ou École Directe, on laisse la calculatrice, mais on interdit les réseaux sociaux. Et dans un concert, on peut interdire l'appareil photo. Par contre, on laisse la lampe torche allumée parce que comme ça, on peut faire des ciels étoilés. Puis on laisse aussi accessibles les appels téléphoniques. Et en fait, chaque gestionnaire de lieu ou d'événement va paramétrer, et pour pouvoir rentrer dans son lieu et être tous à la même enseigne, et ben on installe l'app et c'est assez simple. Arnaud, Donc concrètement, pour l'utilisateur, rien de plus facile. Il installe une application qui s'appelle No Phone Zone. Dans l'application, il voit les différents lieux, donc ça peut être son collège, ça peut être le concert auquel il va, ou un événement, etc. Il choisit le lieu, il clique pour valider et accepter les règles de déconnexion du lieu. Il voit ces applications qui sont limitées. Donc, comme l'expliquait Maxime, ça peut être l'appareil photo, ça peut être d'autres choses. Et puis ensuite, il est déconnecté de certaines applications. Donc là, il peut mieux vivre l'instant présent. Et puis au bout de 1 heure et demie, ou à la sortie, en scannant un QR code, un code barre, avec plein de moyens différents, il peut retrouver toutes les fonctionnalités de son téléphone. Donc minuteur le minuteur de base, parce que si on tombe en rate de batterie pendant qu'on est dans le lieu, et si jamais on rallume son téléphone après la fin du temps, on récupère son téléphone. Ça peut être par le GPS, si on s'éloigne de 30 mètres du lieu, on récupère son téléphone. Donc voilà, c'est une appli qui va être dans les Apple Store, sur l'App Store et Play Store dans quelques semaines. On fait des premiers tests dans des collèges. On a proposé au collège de nos enfants, les 4 proviseurs de collège ont dit oui, on veut en être. Donc on fait des tests en mai dans son collège, dans le collège de son fils, dans le collège de ma fille. Il y a 1000 élèves. Et donc pendant une semaine, on fait ça. Cet été, on fait plusieurs festivals en test. Et à la rentrée, normalement, c'est dans tous les établissements scolaires. Et voilà. Je voulais remercier beaucoup Change Now de nous avoir permis de venir vous raconter ça. Si vous avez envie de créer une No Phone Zone, si vous avez envie de nous donner votre avis, on les recueille avec plaisir, on vous recontacte avec plaisir. Vous avez un mini questionnaire sur le QR code, donc vous avez le droit de ressortir votre téléphone et n'oubliez pas de le remettre dans votre poche. Ou sinon, vous faites nophonezone.fr, ça arrive sur la même page aussi. Merci beaucoup. Merci et puis déconnectez-vous. Nous voici pour poursuivre cette session sur la santé mentale, une thématique, comme vous l'avez vu, qui est quand même assez diverse, qui peut aujourd'hui s'appréhender par des portes différentes. Et justement, c'est ce qu'on va continuer à faire en ouvrant des portes qui sont évidemment politiques, des portes qui sont médicales, des portes qui sont associatives. Et on va voir à quel point aujourd'hui, toutes et tous, nous sommes évidemment concernés par cet enjeu de la santé mentale et à quel point nous avons des manières différentes de pouvoir agir, de pouvoir créer des leviers d'action individuels mais également collectifs. Avec moi pour parler de cette thématique, 3 intervenants que vous avez peut-être déjà vus dans nos allées ici à Change Now, mais également à la télé ou dans les médias. À côté de moi, juste ici, Sarah Durieux. Bonjour. Bonjour. Sarah Durieux qu'on connaît puisqu'elle est activiste et autrice d'un ouvrage qui s'appelle « Militer à tout prix ». Elle a pendant de nombreuses années mobilisé des centaines, des milliers de personnes dans des campagnes d'ampleur sur les questions environnementales, sur les questions sociétales, d'égalité homme-femme, etc. Elle va nous en parler puisqu'elle en parlera mieux que moi. On a également avec nous Michel Simès. Bonjour. Bonjour. On connaît sous le nom de Dr Good, que vous avez vu sur vos écrans, qui nous parle de santé en la vulgarisant au mieux, en faisant en sorte que nous, en tant que citoyens, on puisse savoir qu'est-ce qui impacte notre santé et comment agir sur cette fameuse santé. Nous avons également ici présent avec nous Abdelali El-Badawi, qui est le fondateur de Banlieue Santé, mais qui a également fondé de nombreuses organisations qui font de la santé un enjeu d'intérêt général, mais aussi qui redonnent le pouvoir aux citoyens, notamment dans les banlieues, d'agir finalement sur cette question de santé. Bonjour Abdelali. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, merci à tous les 3 et merci également à vous d'être présents autour de cette scène. J'aimerais commencer peut-être avec vous, Michel Simès, puisque ça fait quand même de nombreuses années que vous vous préoccupez de ces enjeux de santé, que vous finalement évangélisez aussi sur les questions de santé auprès du grand public. Comment est-ce que vous avez pu percevoir peut-être l'évolution de la question de la santé mentale auprès du grand public, mais aussi peut-être auprès des médecins? D'abord, bonjour à tous. D'abord, j'enfonce une porte ouverte en disant que ça ne va pas bien.
qu'au fil, effectivement, vous l'avez dit, ça fait pas mal d'années que que j'ai exercé comme médecin jusqu'à ma retraite, et donc que je voyais les patients vraiment, qu'effectivement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'essor des réseaux sociaux, j'ai pu avoir des relations plus ou moins directes avec les gens qui me regardent ou qui m'écoutent à la télé. Manifestement, ça va de plus en plus mal pour tout un tas de raisons. La santé mentale, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a eu notamment la grande cause nationale l'an dernier avec des actions qui ont tellement bien fonctionné qu'on a dû refaire une grande cause nationale cette année. C'est pour vous dire qu'on n'a pas pu avancer grand-chose. Et puis la santé mentale va avec le reste de ce qui se passe dans la société. Une grande anxiété généralisée, une précarité, une anxiété pour nos jeunes. C'est les jeunes qui vont vraiment mal aujourd'hui, on le répète, on le dit souvent. Mais quand vous voyez, il y a encore des études qui sont sorties ce matin, qui ont été médiatisées aujourd'hui sur le fait que l'intelligence artificielle allait supprimer ou modifier un tiers des métiers des jeunes diplômés. Comment voulez-vous qu'ils aillent bien? Et l'autre problème, et un problème qui est essentiel en France aujourd'hui, ce sont ces déserts médicaux et cette incapacité qu'a la France aujourd'hui de proposer à des gens qui vont mal d'avoir des solutions auprès de professionnels de santé. Aujourd'hui, quand vous allez mal dans votre tête et que vous avez besoin de voir quelqu'un, un professionnel, un psychologue, un psychiatre, vous avez entre 2 et 4 mois d'attente pour avoir la possibilité d'avoir une consultation. 2 à 4 mois d'attente quand vous appelez en disant « je ne vais pas bien ». Comment peut-on... Alors, il faut traiter évidemment les raisons, les causes pour lesquelles les gens ne vont pas bien, mais en même temps, le monde change, c'est bien ici qu'on en a conscience. L'anxiété ne va pas disparaître du jour au lendemain. Le contexte national, l'agressivité ambiante, le contexte international avec les guerres qui se succèdent, tout ça, on n'a pas vraiment la main dessus. Mais on a probablement la main sur la prise en charge des gens qui ne vont pas bien. Mais pour avoir une prise en charge, il faut de l'humain, il faut des gens. Vous avez bien vu passer tous les articles qui disent que les gamins qui ne vont pas bien aujourd'hui, leur psychiatre, c'est ChatGPT. Or, ChatGPT n'est pas un être humain. ChatGPT, l'intelligence artificielle, n'est pas capable de donner des solutions en dehors de dire « oui, je comprends que tu ne vas pas bien ». On a vu avec TikTok le fait que dès qu'un gamin ne va pas bien et qu'il commence à aller voir des choses en rapport avec son état de santé mentale, l'algorithme lui propose jusqu'à des moyens de se suicider. On est dans une société dans laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui adaptée à l'état de santé mentale notamment des jeunes. Tant qu'on n'aura pas plus de psychiatres, tant qu'on n'aura pas plus de pédopsychiatres, il faut entre 4 et 6 mois pour avoir un rendez-vous avec un pédopsychiatre. Si vous avez un enfant qui va mal, pour avoir un rendez-vous, et j'en sais quelque chose puisque je reçois sans arrêt des appels de parents, d'amis, qui me disent « mon fils a des troubles du comportement alimentaire, mon fils est TDAH, mon fils est ceci et cela ». Je n'arrive pas à trouver un rendez-vous dans des délais corrects avec un pédopsychiatre. Et ce n'est même pas des rendez-vous dans un délai correct, c'est qu'on ne leur donne même pas de rendez-vous. Et nous sommes en France, dans un des pays les plus développés, les plus riches au monde, et dans un des pays dans lesquels la médecine est le plus reconnue au monde, et on n'arrive pas à prendre en charge les gens qui vont mal. Voilà l'état de santé mentale des Français aujourd'hui. Abdelali, on entend, on n'y arrive pas. On entend également qu'on a besoin de liens sociaux, on a besoin de professionnels au contact des personnes qui aujourd'hui lancent ces appels à l'aide finalement. On a un professionnel de santé, mais vous êtes également un professionnel de santé, un ancien professionnel de santé. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites en sorte de porter ces sujets avec Banlieue Santé, avec Banlieue Climat, pour faire en sorte de faire comprendre que la question de la santé mentale, ce n'est pas une question qui est uniquement ici à Paris ou sur les plateaux, mais qui est également vraiment au cœur des quartiers, quoi. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous nous entendez? Parce que je crois que le micro n'est pas terrible. Vous nous entendez bien? Bravo. Ouais, super. Super, merci. Je pense que la question de la santé mentale, pour moi en tant que soignant, en tant qu'infirmier, elle devrait être traitée au même titre que, je dirais, les maladies chroniques, les ALD, parce qu'il y a de plus en plus de gens
qui vont très très mal dans leur santé mentale. Et puis aujourd'hui, je pense que la santé mentale, il faut la voir comme la définition finalement de ce qu'on voit dans la santé. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la santé au sens de l'ordonnance, du médecin et autres. La santé mentale, c'est d'abord aller bien chez soi. Et c'est très compliqué d'aller bien chez soi de plus en plus, au vu des, je dirais, contextes aujourd'hui politiques, sociaux et autres. Et nous, comment on la traite? Alors, juste pour redonner une petite définition de banlieue, ça c'est important, je pense qu'on puisse le dire. Banlieue, c'est pas quartier populaire. Banlieue, c'est lieu banni, le verlan, donc ban, lieu banni, la mise au ban, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Et pour nous, c'est important de recontextualiser la notion de lieu banni, de la manière dont on voit les choses sur ces publics-là aujourd'hui qui sont en ruralité ou en quartier populaire et qui ont besoin d'avoir accès à la santé de manière équitable, et puis d'organiser cela. Alors comment on le traite? À travers les acteurs associatifs avec lesquels on travaille, ce qu'on appelle affectueusement le plancton. On parle beaucoup de la baleine, des grandes organisations, mais on parle peu de l'association qui s'occupe dans son quartier des chats, des chiens et autres, qui font un travail social qui est évident et qui est essentiel à la société, et qui sont finalement celles et ceux qui aujourd'hui mènent des actions sociales importantes et qui, eux, vont mal de plus en plus. Et je pense que c'est important de regarder ce public-là avec, je dirais, des actions concrètes. C'est pour ça qu'on a monté au sein de nos organisations différents programmes qui portent la question de la santé mentale. Et un des programmes qui est essentiel, qui est Ambassadrice Santé, qu'on a formé un certain nombre de femmes sur ces questions-là. Pourquoi les femmes? Alors je le rappelle, elles sont en première ligne des inégalités sociales. Elles portent souvent le poids de la vie, elles portent la vie quand elles peuvent, et elles sont la résolution aux inégalités sociales. Donc on a monté un programme il y a 3 ans, qui a un vrai succès, qu'on est en train de développer au national et même dans d'autres pays, avec l'aide de la Direction générale de la santé, parce qu'il y a un vrai je dirais, résultat pour elles-mêmes, mais aussi pour leur famille et aussi pour leur quartier. Et elles sont rémunérées, et donc du coup on est en train de recréer une nouvelle forme de revoir la santé autrement, pas au travers uniquement du prisme du médecin, du prisme de l'infirmier, mais au prisme de l'habitant, de la citoyenneté. Et comment on se ressaisit, on saisit ces questions-là à travers le fait qu'on voit souvent les publics en situation de difficulté comme des publics en situation de vulnérabilité. On leur dit cette vulnérabilité peut se transformer en résilience, cette résilience en compétence et cette compétence en espoir. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'aujourd'hui, notre pays, notre monde a besoin d'espoir. Et la santé mentale, c'est aussi ça, c'est dire il faut garder cet espoir, faire en sorte qu'il y a des acteurs de proximité, des acteurs qui innovent sur ces questions-là et qui proposent des solutions concrètes et qui peuvent agir à la racine de ces problématiques et à la racine de ces inégalités sociales. Alors c'est super, on mène plein d'actions partout, plein de projets innovants partout, mais il faut revenir à l'essentiel, c'est les habitants. Les habitants peuvent être aussi les solutions et c'est à eux qu'il faut donner ce pouvoir d'agir pour construire le monde de demain et leur donner cette confiance, cette possibilité. Et dernier mot, je pense, c'est redonner de l'amour dans ce qu'on fait. Parce que l'amour, il donne de l'espoir et derrière, on peut vraiment essayer de faire en sorte d'aller plus loin et essayer d'aller chercher au fond des solutions à travers les habitants. Merci beaucoup Abdelali. Je pense qu'on peut l'applaudir en effet. Vous le montrez tous les deux dans vos prises de parole, on a besoin de collectif, on a besoin d'une action qui soit collective. Sarah Durieux, vous avez écrit un ouvrage dont j'ai parlé un petit peu en introduction. Vous montrez comment parfois nos collectifs peuvent en revanche nous faire du mal. Je pense notamment aux collectifs de militants dans lesquels on a pu toutes les deux agir. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce que vous avez pu aborder, observer en écrivant cet ouvrage et comment est-ce qu'on peut aller mieux? Merci beaucoup Stécie et je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Je voudrais commencer par dire que je suis activiste et autrice, je suis avant tout aussi militante féministe. Et pourquoi je veux poser ça ici? Parce que je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous allons mal, c'est qu'on vit en fait dans un système qui est mal designé, qui est designé pour que nous allions mal. Et pour moi, c'est très important que la santé mentale, on le voit comme une réaction à une situation politique, à un système social qui est organisé pour nous épuiser. Et même lorsqu'on essaye de se battre contre ces systèmes qui nous épuisent, quand on rejoint des collectifs militants, et ben ces collectifs militants, ils ne sont pas dans une bulle à part. Ils sont un petit reflet de la société. C'est une petite société qui va refléter les mêmes systèmes qui vont faire qu'on va être fatigué, faire qu'on va être parfois découragé, mais surtout faire qu'on va avoir du mal à faire collectif. Et je pense que
l'élément central sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans notre société, les différentes crises que vous avez mentionnées, c'est d'abord une crise du collectif. C'est d'abord une crise de la difficulté qu'on a à relationner les uns aux autres, à se voir comme des personnes entières, à se voir comme des personnes dignes. Mais ça, c'est pas notre, entre guillemets, c'est pas de notre fait individuel. C'est le résultat à un contexte politique qui nous dit il n'y aura jamais assez. La personne en face de toi est ton ennemi. La personne en face de toi ne cherche qu'à t'asservir. Notre réponse à cette question politique, pour aller bien, c'est de refuser, c'est de prendre le contre-pied et de se dire qu'on a plus de choses à faire ensemble, qu'on a suffisamment à partager pour pouvoir aller bien. Et donc ce livre, je l'ai écrit parce que je pense que dans les espaces militants auxquels j'appartiens, mais pas uniquement, je pense qu'on peut le voir à l'hôpital, je pense qu'on peut le voir au travail, dans tous les espaces où on est en collectif, on a vraiment besoin de résister à cette, on va dire, à cette vague qui nous amène à se dire qu'on doit se battre les uns contre les autres pour aller bien. La réalité, et je pense que les professionnels de santé ici l'ont dit, c'est que notre santé mentale, elle est très liée à nos relations sociales. L'isolement est un facteur fondamental dans le fait de se sentir mal, dans le fait d'avoir des problèmes de santé mentale. Et on a une chance, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. Moi, je dis souvent, ce qui m'a sauvée, c'est le féminisme et la thérapie. Ou plutôt le féminisme et la thérapie féministe. C'est-à-dire une thérapie qui prend en compte le fait qu'être une femme dans cette société n'est pas forcément aussi facile que d'être un homme. Et que du coup, une thérapie féministe, c'est aussi reconnaître que ce n'est pas notre responsabilité individuelle si on va mal. Ce n'est pas de notre faute si on va mal. Mais par contre, comprendre pourquoi on va mal, du fait des systèmes qui nous entourent, peut nous permettre de nous en sortir. Donc la thérapie, mais aussi le féminisme, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le fait de faire en collectif. Moi, j'anime beaucoup d'ateliers, de travail avec des activistes. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on essaie de sortir un peu de ce qu'on fait tous les jours. Moi, je milite pour le climat, moi, je milite sur les questions de racisme, moi, je milite sur les questions féministes. Et se dire, au fond, pourquoi on est là ? Pourquoi c'est important pour nous d'être là ? Et souvent, ce qu'on réalise, c'est qu'avant de vouloir changer le monde, on veut d'abord trouver communauté. On veut d'abord trouver du lien. On veut trouver un espace dans lequel on peut être nous-mêmes. Et c'est important de se dire que finalement, militer, ce n'est pas juste une manière de changer le monde, c'est aussi une manière de se soigner. Et donc aujourd'hui, en tout cas avec le livre que j'ai écrit, moi l'idée c'est de dire on peut aussi, de la même manière qu'on peut produire différemment, de la même manière qu'on peut travailler différemment, on peut militer différemment. On peut changer le monde en se faisant du bien, on peut changer le monde en prenant soin les uns et les unes des autres. Merci beaucoup, Sarah. On comprend aujourd'hui qu'il y a des manières d'être accompagné, que ce soit par des médecins, que ce soit par des collectifs, que ce soit par le biais de la thérapie. Mais je trouve qu'avant d'en arriver là et d'avoir finalement ce besoin d'accompagnement, il faut encore pouvoir exprimer qu'on va mal, savoir vers où se diriger pour être accompagné. Je sais dans votre parcours, Michel, que vous avez été diagnostiqué très tardivement TDAH, que vos 2 fils ont eux-mêmes été diagnostiqués TDAH. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en errance médicale ou en tout cas qui ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils peuvent vivre et traverser. Comment est-ce que vous percevez aussi peut-être le besoin de sensibiliser sur le fait que aujourd'hui ces diagnostics existent, que les accompagnements existent? Comment est-ce que vous travaillez là-dessus? L'exemple du TDAH, alors TDAH, c'est les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un exemple, mais c'est un exemple assez concret pour montrer la difficulté qu'on a aujourd'hui dans notre pays à partir d'un diagnostic, de l'angoisse que suscite ce diagnostic auprès notamment des parents d'enfants dont on diagnostique le TDAH et qui ne savent pas vraiment vers qui se tourner et surtout qui ont un a priori sur tout ce qu'on va leur proposer, notamment les médicaments. Le TDAH, ça fait une vingtaine d'années qu'on en parle. Parce qu'on a fini par se dire que c'était un trouble de l'attention lié à un fonctionnement un peu atypique du cerveau, comme peuvent l'être les hauts potentiels ou d'autres, ça s'appelle les neuroatypies. Voilà, le cerveau fonctionne bien, mais il fonctionne un petit peu différemment. Et les enfants qui sont touchés par le trouble de l'attention sont des enfants qui, il y a 20 ou 30 ans, étaient en échec scolaire. Parce qu'on ne savait pas quoi faire d'eux. C'était les enfants qu'on qualifiait de turbulents. Aujourd'hui, parce qu'ils ne pouvaient pas tenir en classe, parce que si vous mettez un TDAH près de la fenêtre à l'école, dès qu'il y a un oiseau qui va passer, il va décrocher de ce qu'on est en train de lui dire en cours. Et
ces enfants-là qui étaient laissés sur le bord de la route il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, aujourd'hui peuvent bénéficier d'une prise en charge. Alors là, c'est le médecin, c'est mon prisme médical. Il y a un diagnostic, il y a une prise en charge, il y a un traitement possible, pas seulement par la Ritaline ou les médicaments, mais un traitement possible par une prise en charge, psychothérapie, etc. Mais encore faut-il avoir un professionnel. Et pardon si je me répète, mais j'ai sorti un livre il y a un mois sur le TDAH. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de coups de fil que je reçois de parents à qui on a diagnostiqué un TDAH à leurs enfants et qui ne savent pas vers qui se tourner, qui ne savent pas vers quel pédopsie, vers quel psychiatre aller pour le diagnostic, pour la prise en charge. Et ce qui concerne le TDAH concerne toutes les problématiques. Quand des gens vont mal, des jeunes en général, parce qu'ils ont un trouble du comportement alimentaire, qui sont boulimiques ou qui sont anorexiques, il faut trouver des psychiatres qui sont spécialisés, qui sont experts dans ce domaine pour la prise en charge. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pour avoir un rendez-vous, enfin, vous avez quelqu'un qui est anorexique. L'anorexie peut tuer. Quelqu'un d'anorexique, si on ne le prend pas en charge rapidement, il peut dépérir, aller jusqu'à la mort. À 20 ans, à 25 ans. Si on ne le prend pas en charge très rapidement, on peut arriver à cet extrême. Mais où vous les trouvez, les experts? Donc, effectivement, et je suis d'accord avec toi bien sûr, les associations, tous ceux qui aident dans les banlieues ou ailleurs à prendre en charge les gens qui ne vont pas, la lutte contre la solitude, évidemment, la lutte contre la solitude est essentielle. On a montré que la maladie d'Alzheimer était plus précoce chez les personnes âgées qui étaient seules. Donc, il faut des liens sociaux. Mais, et pardon de voir ça sous le prisme de mon métier de médecin, il faut des prises en charge par des professionnels de santé. Et aujourd'hui, on est en plein dans les déserts médicaux parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y en a qui ont décidé de fermer le robinet et de ne pas former de médecins. On a compris aujourd'hui qu'il fallait les former, mais il faut 10 ans pour former un médecin. Donc on a compris ça il y a 3 ans, on a ouvert les robinets un petit peu. Donc il faut encore quelques années pour voir sortir des médecins qui vont peut-être, pour certains, épouser le métier de psychiatre ou de pédopsie, mais il va falloir attendre. Et pour ça, le métier est infirmier, mais le métier d'infirmier, les infirmières de pratique avancée, ce sont des infirmiers ou des infirmières à qui on va demander une petite formation en plus pour que dans les zones rurales, les banlieues aussi désertées par les médecins, elles puissent prendre en charge, être intermédiaires parfois quand c'est nécessaire, entre ce que tu appelles l'habitant ou le patient et le corps médical, y compris par visioconférence, y compris par des cabines de téléconsultation. Mais quand on va mal dans sa tête, c'est pas comme quand on a mal à la gorge où on se dit je vais attendre 8 jours et je verrai si ça passe avec un peu de Doliprane. On a besoin de quelqu'un tout de suite. Abdelali, ça fait peut-être écho aux actions que vous avez déployées sur le territoire, où aujourd'hui on a les premiers gestes de secours quand en effet on fait un malaise en public. Est-ce qu'il y a également les premiers gestes de secours en santé mentale auxquels vous formez peut-être? Alors, je pense que ce dont il faut parler aussi, c'est le non-recours, le recours tardif à la santé. Aujourd'hui, on a de plus en plus de patients qui attendent beaucoup trop tardivement avant d'aller chez le médecin. Bien sûr, le médecin généraliste, le médecin spécialiste, et moi j'ai beaucoup de confrères qui me disent si on avait accompagné beaucoup plus tôt certains patients, on aurait probablement mieux accompagné les patients. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur d'aller voir son médecin. Et moi, je dis même aux différents programmes qu'on monte, allez voir votre médecin quand vous allez bien. Ça paraît fou, mais c'est au contraire quand vous anticipez d'aller voir votre médecin, ce qui vous permet de gagner du temps dans la maladie ou en tout cas sur ces problématiques aujourd'hui dont on parle au quotidien. Alors, la santé mentale, on n'en parle que depuis à peine 5 ans. Je pense même un petit peu avant ou après. La Covid est arrivée, tout le monde a parlé de ça, tout le monde a dit la santé mentale, alors que la santé mentale, ça fait des années qu'on aurait dû agir là-dessus. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, pour moi, maladie chronique, même si ce n'est pas comme ça qu'on l'entend en tant que tel, mais aujourd'hui, la santé mentale, on le traite comme, je ne sais, aujourd'hui, je le vois beaucoup de choses autour il y a des nouveaux thérapeutes, des nouveaux coachs, etc. Et en fait,
on oublie le prisme médical en fait, alors que derrière il y a un diagnostic qui doit être approprié, accompagné. Et j'entends effectivement qu'il faut que les soignants prennent cette place, où on leur donne cette place-là. Et je pense qu'il faut aussi apporter des nouvelles façons d'innover autour de la santé mentale, par le prisme dont j'ai parlé aussi, par la nécessité de faire en sorte de mobiliser les habitants, faire en sorte qu'ils soient formés, qu'il y ait plus de formation sur la question de la santé mentale. C'est pour ça qu'effectivement, on parle beaucoup des premiers gestes de secours, mais effectivement, il faut aussi parler des premiers gestes en santé mentale pour accompagner davantage les familles, les enfants et tous les professionnels de santé pour vraiment apporter une plus-value, une valeur ajoutée à ces sujets-là, parce qu'il y en a de plus en plus, et continuer à mettre les moyens, même dans la recherche, je dirais, médicale en santé mentale. Oui, juste un mot pour insister sur l'importance du lien social. Je vais vous prendre l'exemple du burn-out. Quand on n'est pas loin du burn-out, on n'est absolument pas conscient qu'on n'est pas loin de basculer. On ne voit pas ce qui se passe mal chez soi. C'est les voisins, c'est les collègues, c'est les gens avec qui on vit qui voient un changement de caractère, un changement de comportement. Quelqu'un qui était plutôt enthousiaste, joyeux, qui déconnait, devient plutôt taciturne, triste. Il ne trouve plus de sens à son travail. Mais soit on ne s'en rend pas compte. C'est l'entourage. Et c'est là où l'importance du lien social dans le diagnostic des problèmes de santé mentale est fondamentale. C'est nous qui voyons chez les autres ce qui ne va pas. Nous ne voyons pas chez nous que nous sommes en train de basculer. Et le jour où on le voit, c'est que c'est trop tard et qu'on est dans la dépression. Le burn-out, c'est une dépression. Et donc c'est avant, juste avant, qu'il faut commencer à se poser la question et ne pas hésiter à dire à la personne qui va mal, je trouve que tu changes. Je trouve qu'il y a un problème. Peut-être devrais-tu en parler à quelqu'un. C'est la première des démarches et c'est là où le lien social est essentiel. Merci beaucoup. Sarah Durieux, peut-être pour conclure cette conversation, puisqu'il nous reste à peu près 30 secondes, sur les manières aujourd'hui de transformer nos collectifs. Est-ce qu'il y aurait d'autres manières ou est-ce que vous trouvez vous-même votre joie en continuant quand même à être aussi engagé que vous l'êtes ? Oui, absolument. Alors peut-être comme la table ronde, c'est aller bien dans un monde qui va mal. Moi, je voudrais vous proposer une méthode pour aller bien dans un monde qui va mal. Engagez-vous. Engagez-vous dans des collectifs, engagez-vous dans votre quartier, parlez à vos voisins, rejoignez des associations. Et je vous le dis parce que, certes, j'ai écrit un livre sur le burn-out militant, comme on l'appelle, mais le meilleur moyen de ne pas être en burn-out dans la période qu'on vit, c'est de ne pas être seul face à ce qui nous arrive politiquement, géopolitiquement. C'est important qu'on soit là les uns pour les autres, pas uniquement pour faire des manifestations, mais pour se dire ce qui m'arrive aujourd'hui. Moi qui suis isolée, moi qui vis des violences, moi qui vis de la précarité, n'est pas ma responsabilité individuelle. C'est le résultat de choix politiques. Et donc on peut s'engager pour pas seulement agir sur les symptômes de notre santé mentale, ce qui est très important. Moi j'ai fait burn-out, dépression, TDAH, donc je prends plein de médicaments, c'est génial. Mais je sais aussi qu'il est nécessaire de vraiment attaquer la question politique pour aller mieux. Le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est un système social dans lequel on nous demande d'être productif tout le temps, à tout moment, et de supporter des violences qui ne sont pas acceptables. Donc comme on est quand même à 1 an d'une élection présidentielle, je vais faire l'appel politique pour clôturer. Engagez-vous, c'est important. La première attaque des autoritaires, c'est notre système de santé, c'est nos systèmes de solidarité, c'est aussi nos systèmes de lutte pour nos droits et pour notre liberté de s'engager, de vivre bien et aussi du coup de vivre en bonne santé et de vivre avec une santé mentale qui soit la meilleure possible. Merci beaucoup Sarah pour cet engagement que tu portes ici encore sur scène et cet appel à l'engagement collectif qui en effet est plus important que jamais. Merci à vous trois pour ce panel et d'avoir porté en effet des revendications qui sont claires, qui sont aujourd'hui nécessaires. Donc merci à nouveau d'être venus avec nous sur scène. Je vous remercie. Pour conclure ce panel, on va terminer avec une session en one-to-one avec Nelly Ponce, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le Grand Épuisement ». Un ouvrage, comme vous pouvez peut-être le deviner, qui parle du burn-out qu'on a commencé à annoncer, à mettre en place ici dans cette conversation avec Michel et Sarah. Aujourd'hui, le grand épuisement, c'est quelque chose qu'on ressent peut-être toutes et tous d'une manière peut-être différente, qui nous est propre, mais qui aujourd'hui appelle aussi à une action, à une compréhension, évidemment dans notre chair et dans notre tête, mais également à l'échelle collective, puisqu'il y a besoin d'une action qui soit politique. Donc je vous invite à accueillir chaleureusement Nelly Ponce avec moi sur scène. Je vous remercie.
Bienvenue Nelly, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur scène. Nelly, pour préparer cette intervention, évidemment, j'ai lu ton ouvrage, un ouvrage avec un titre qui interpelle, le grand épuisement. Ça m'a interpellée évidemment puisque j'ai moi-même fait une dépression il y a quelques années. Aujourd'hui, on est de plus en plus à parler de santé mentale, à le vivre dans nos chairs et à pourtant parfois se sentir démunis puisqu'il y a une forme de dépolitisation, aussi de dédramatisation autour de ce que peut être un burn-out ou une dépression. On dit parfois « ça va aller mieux, fais un peu de sport et t'inquiète pas, tout ira bien ». Pourtant, vous-même, vous avez vécu ce burn-out, cette dépression et vous vous êtes rendu compte évidemment qu'en étant seul, on ne peut pas forcément s'en sortir. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Bof, bof, je parle plus fort. Est-ce que certains ou certaines ici ont déjà vécu un burn-out ou quelque chose qui s'en rapproche? Ouais, vous n'êtes pas sur la santé mentale pour rien. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se sentent inquiets ou inquiètes pour des personnes de leur entourage actuellement? Oui. Eh ben, c'est une des raisons pour laquelle j'ai témoigné et pour laquelle j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Le grand épuisement ». Parce que pour l'avoir vécu moi-même dans ma chair, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées reçues sur ce sujet qui étaient aussi très galvaudées, par endroits dédramatisées, vous l'avez dit. Et donc j'ai ressenti ce besoin de partager à la fois ce que j'avais vécu moi-même dans ma chair et dans mon expérience, et puis aussi ce qui, de mon point de vue, était en train d'arriver au collectif humain que nous formons et puis à la planète plus globalement. Et c'est vraiment l'enjeu. Donc, pour répondre à la question de la solitude, effectivement, on tombe seul et on ne se relève pas seul. Et tout ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui, et ce que nous sommes nombreux, je crois, à Change Now à faire dans notre quotidien, c'est de nous relier les uns aux autres sur ces sujets qui nous animent et d'explorer comment on peut approcher ces sujets de manière beaucoup plus collective et beaucoup plus politique, là où la santé mentale, les phénomènes d'épuisement, voire de dépression, sont souvent ramenés à l'échelle individuelle, comme s'il en allait de la responsabilité individuelle d'aller bien dans un monde qui dysfonctionne. Donc c'est un petit peu tout ça que j'ai tenté d'explorer et proposer dans cet ouvrage. Dans le débat public, on se rend compte que les mots ont un sens et une importance. Aujourd'hui, quand on se sent mal, on nous dit « Ah, mais tu dois être un peu déprimé ». Quand on fait un burn-out, on nous dit « Ah, tu dois être anxieux ». Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut venir apporter peut-être une définition ou une meilleure compréhension sur ce qu'est un burn-out et ce qu'est une dépression? C'est des sujets aussi qui sont abordés dans le livre. Un burn-out, c'est un mot anglais, comme vous le savez. En français, sur le diagnostic, on a le terme d'épuisement. Donc épuisement physique, psychique et émotionnel. Quand on arrive en phase finale d'un burn-out, il peut même être rajouté total, comme c'était mon cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose en nous, quelque chose dans le corps qui a cédé. Le burn-out, c'est un processus. Et là où c'est difficile à comprendre, c'est que c'est un syndrome. Ce n'est pas une maladie en soi, c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui, menés à leur paroxysme, peuvent déclencher une maladie, pour le coup, bel et bien réelle. Non pas que le syndrome ne le soit pas, mais on va dire beaucoup plus facile à diagnostiquer. Là où le rôle des médecins est important, c'est d'aller regarder tous les symptômes qui s'expriment et de pouvoir dire tout ceci correspond à un seul et même phénomène qui est un phénomène de burn-out et d'épuisement. Les phases qui sont identifiées sont la phase, alors c'est un terme qu'on utilise dans la vie de tous les jours et ici encore plus. La première phase d'un burn-out, c'est celle d'un engagement. C'est rigolo dit comme ça. Mais c'est l'endroit où on se met en mouvement dans le monde, que ce soit dans notre travail, dans notre rôle de parents, de militants, d'activistes ou de citoyens même tout simplement. Et on est comme quelque part aligné, il y a quelque chose d'aligné entre l'énergie que l'on met et puis ce que l'on reçoit en termes de reconnaissance, en termes de satisfaction, il y a comme un vase communicant. La deuxième phase, si on n'y prête pas garde, qui peut conduire à l'épuisement, c'est ce qu'on appelle le surengagement. Le surengagement, c'est le moment où les choses commencent à s'enrayer un petit peu. On entend dans le sur qu'on est quelque part
au-delà de nos réserves. C'est l'endroit où il y a différents symptômes qui vont s'exprimer dans le corps. Les plus communs sont liés à l'anxiété et au stress. Ça peut aller du trouble du sommeil à les maux de dos, les maux de cervical, différentes bobologies, on va dire, qui vont s'exprimer au quotidien. Si on continue le processus, et ensuite on pourra peut-être avoir le temps, je ne sais pas, de regarder les causes, on peut arriver à la phase qu'on appelle la phase d'acharnement. La phase d'acharnement, c'est le moment où les symptômes deviennent des syndromes dans le corps. C'est cette insomnie passagère qui devient chronique et qui s'installe dans le temps. C'est le moment où le déni est roi. On n'est plus en capacité de se rendre compte de ce qui est en train d'arriver. On n'est pas du tout à l'écoute des alertes que notre corps nous lance et parfois même notre entourage et parfois même le corps médical peut nous lancer. Et ce moment d'acharnement, c'est extrêmement dangereux. C'est le moment où tout va devenir chronique dans le corps. Et si on poursuit, on arrive alors en phase finale. Et la phase finale, comme je le disais tout à l'heure, c'est une maladie qui se déclenche. Pour certains, ça va être une incapacité à se lever un matin. Pour d'autres, ça va être des crises d'épilepsie qui vont apparaître de manière soudaine, des crises cardiaques, des AVC sont imputables à des burn-out, ça a été démontré et on le sait aujourd'hui. Et ça va aux troubles psy jusqu'au suicide. Et la dépression est une conséquence du burn-out. Et c'est ça où se situe la différence, c'est que quand on mène les organismes et les êtres que nous sommes un peu au bout de leurs réserves, il y a une dépression qui arrive quasi inévitablement. Mais les causes ne vont pas être exactement de la même nature et les soins non plus ne demandent pas exactement la même chose. Est-ce que ça répond à la question ? Vous m'entendez toujours ? Oui, je pense que c'est bon. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Il y a une différence entre ce livre et les précédents que vous avez pu écrire. On était habitués à des essais, à vraiment des espèces de guides finalement en rapport avec l'écologie. Et là, on découvre un récit qui est particulièrement intime, qui est très fort et qui en même temps s'adresse directement au lecteur en disant je te vois, je t'écoute, je te comprends et peut-être que toi aussi tu me comprends. Et j'aimerais me demander comment est-ce qu'aujourd'hui on fait cette bascule en disant j'ai vécu quelque chose qui est traumatique, traumatisant et je vais le mettre en mots et je vais le mettre sur le papier et je vais faire en sorte que ça devienne un discours politique. Comment est-ce que la bascule s'opère ? Effectivement, je passe beaucoup de temps sur d'autres sujets d'écologie sur lesquels je suis engagée, en particulier sur la question de la pollution plastique et des liens avec la santé. Donc je brasse énormément de sciences, je brasse énormément de concepts aussi, c'est ma vie, c'est mon quotidien et j'adore ça. Mais quelque part, sur ce sujet-là, je n'avais pas envie, comme je le fais là avec vous aujourd'hui, de m'adresser à des cerveaux et à des consciences, j'avais envie de m'adresser à des sensibilités. Et plus que de donner à comprendre le phénomène d'épuisement et la manière dont il est relié et beaucoup plus systémique dans nos sociétés, j'avais envie d'essayer, c'était un pari que je faisais, de donner à le sentir. Ce livre est comme une traversée. Et c'était pour moi important parce que quand on donne une dimension politique, je trouvais ça intéressant d'aller politiser jusqu'à l'intime. L'immense majorité d'un épuisement sévère se passe dans un lit, dans le silence le plus absolu, dans l'incapacité à se lever, à ouvrir les yeux, dans l'incapacité à retrouver une connexion entre ce que notre cerveau veut faire, se lever et aller décrocher le téléphone, et ce que notre corps fait réellement, rester inerte au fond d'un lit. Et donc j'avais plus envie d'explorer de manière beaucoup plus littéraire quelque part, la manière de raconter cet endroit très étrange où la volonté n'a plus aucune prise sur nous. Et donc c'est ce qui a motivé quelque part cette écriture et aussi l'envie d'une authenticité, d'un endroit qui ne triche pas, qui ne conceptualise pas tout de suite, parce que je pense à toutes celles et ceux qui sont encore dedans. C'est juste aussi une forme de rupture de la solitude, le fait de dire « regarde, tu n'es pas seul ». Et donc, il y avait cette envie d'aller au plus proche de l'intime de la couette, quelque part, avec ce texte, pour ensuite prendre le recul plus conceptuel. On l'a entendu dans le panel précédent, il y a quand même une urgence aussi à agir, à aller demander de l'aide. Pour autant, aujourd'hui, il y a quand même des grosses idées reçues qui subsistent sur les questions de santé mentale, sur la dépression. Enfin, moi, j'ai grandi dans une famille où on disait que la dépression, c'était un truc de riche, parce qu'on avait l'impression que c'était vraiment le stéréotype qu'on voit dans les films français aujourd'hui, de la ménagère, plutôt dans une classe aisée, dans un appartement parisien, qui dit « je suis en train de faire une dépression ».
Moi, je viens d'une famille d'ouvriers où on dit en fait la dépression, ça n'existe pas. C'est peut-être tu vas mal, mais tu vas arrêter de stresser, tu vas continuer à bosser, et puis il y a un moment donné où ça va se passer, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à détricoter aussi ces idées reçues qu'on a toutes et tous d'une certaine manière pour finalement se dire bon, ça peut aussi me concerner, même si je pense être fort, être forte. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à dire j'ai besoin d'aide? Parmi les idées reçues, il y a effectivement cette idée que ça n'arrive qu'aux plus fragiles d'entre nous, là où les études nous montrent que c'est presque l'inverse. Les burn-out touchent en priorité les personnes les plus motrices dans les organisations. Et ceci a une raison particulière que ce qui rend malade, c'est pas une question de surmenage. L'épuisement n'est pas vraiment une question de quelle quantité de soi on va donner par rapport à un travail, une mission que l'on s'est fixée. C'est vraiment la rencontre entre un individu avec une histoire, à un instant T de sa vie, avec peut-être effectivement des particularités. Mais il y a une deuxième partie de l'équation qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'endroit de la rencontre avec un environnement délétère. Et ce qui est important d'explorer, je pense, dans cette question de l'épuisement, c'est la dimension environnement délétère que l'on a tendance à ignorer, à occulter pour, encore une fois, ramener le poids de la charge sur l'individu qui a d'autres conséquences que de dépolitiser le débat. Et donc, en fait, de penser que ça n'arrive qu'aux plus fragiles, c'est quelque part quelque chose en nous qui dit « Ah, il devrait y avoir quelque chose dans son histoire, dans sa vie, dans sa personnalité qui fait que, elle a craqué. » Et c'est ce que j'ai cru pendant plus de 2 ans, j'ai cru que j'avais craqué. C'était de mon entière pleine responsabilité, parce que moi aussi, je viens d'un milieu populaire. J'ai grandi avec la dimension très combative, on n'a pas le droit à l'échec, il n'y a pas de filet de sécurité. Et donc la volonté était devenue une forme de valeur extrêmement forte pour moi. J'étais persuadée que quoi qu'il arrive, nuit et jour, je pourrais travailler, je pourrais toujours donner le meilleur de moi-même et que c'était ma garantie, c'était ma sécurité sociale à moi. Et le jour où ça s'effondre, c'est une remise en question profonde. Et il m'a fallu vraiment une intervention extérieure, encore une fois, la relation, l'aide, accepter de ne pas être seule dans ces processus pour qu'une médecin du travail m'explique que ce qui m'était arrivé était un cas d'école et que ce cas d'école était lié, au-delà des questions de surmenage, à cet environnement délétère dont je vous parlais, qui nous amène on n'a pas le temps de développer, mais je vous les donne comme ça vous permettra de continuer à y réfléchir, à des situations de conflit de valeurs, d'injonctions contradictoires et de perte de sens. Et c'est ça qui rend malade. Et c'est ça qui est délétère dans le monde d'aujourd'hui et qui l'est de plus en plus. Nous sommes de plus en plus soumis à des injonctions contradictoires. Et non seulement les personnes les plus touchées ne sont pas les plus faibles ou les plus vulnérables, mais pour moi, ce sont des êtres dont les corps sont entrés en résistance, en forme de désobéissance, en disant « je refuse de me plier 1 minute de plus », même si tout ça est inconscient, parce que malheureusement, on ne tombe pas malade par choix. Mais c'est quelque part quelque chose, un endroit où en fait, on décide, où on ne non-décide de se conformer. Et à partir de là, quand on comprend que quelque part, c'est une forme de puissance qui s'exprime, un élan de vie qui est beaucoup plus fort et qui s'exprime à travers l'épuisement, il y a un renversement de la représentation, il y a un renversement de la situation. Et là, on peut commencer à politiser et à rentrer dans les causes structurelles, les causes systémiques et beaucoup plus globales de ce qui nous arrive, puisque la perte de sens et l'injonction contradictoire sont omniprésentes dans nos sociétés. Elles sont partout, de plus en plus fortes, de plus en plus criantes. Et les corps qui cèdent sont souvent ceux dont le sens de la justice est le plus fort, le plus important. Et donc il y a vraiment ce lien en fait entre une entrée en résistance face à quelque chose avec lequel on ne peut plus coopérer. Merci beaucoup Nelly. En tout cas, on a pu avoir un aperçu de ce que tu développes dans le livre. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de continuer à approfondir ça sur ton livre ? Oui, alors aujourd'hui, vous avez un pianiste extraordinaire qui dialogue avec les oiseaux. Il s'appelle Lorenzo Nakarato et à 4h30, on va faire une petite lecture de quelques pages du livre. Et puis à 5h30 en conférence. Et après, si j'ai écrit ce livre avec une approche très sensible, je me tiens disponible dans tous les endroits où ça peut avoir potentiellement un impact pour des conférences ou des discussions, des ateliers autour de cette thématique en ayant peut-être le temps de tirer le fil un peu plus loin.
Merci beaucoup. Merci à nouveau pour votre attention, pour votre présence autour de cette thématique. J'aimerais rappeler également que si vous avez besoin d'aide, il existe des numéros, des lignes que vous pouvez appeler pour demander de l'aide. N'hésitez pas à en parler aussi à vos proches parce qu'on parle de santé mentale, on est là un peu à porter la bonne parole, mais à nouveau c'est important d'en parler, c'est important de refaire société, de créer du lien. N'hésitez pas aussi à aller voir vos voisins parce qu'on n'arrête pas de dire la communauté, le collectif c'est important, mais on ne connaît même plus nos voisins. Et ça veut dire quoi en fait dans une société où il suffit juste d'aller taper à une porte. Donc je vous invite à faire ce pas à nouveau, à aller à nouveau vers les autres, parce que c'est notre meilleure arme, je dirais, aujourd'hui face à toutes ces problématiques qu'on a pu aborder dans un monde qui est en train de se déliter, de se délier, aussi grâce à des forces qui n'attendent que ça finalement, qu'on ne se parle plus et qu'on ne fasse plus société. Donc je compte sur vous également pour porter ce message au quotidien et dans vos vies. Je vous remercie.